Alexandre Sounda. Bonjour. Vous êtes écrivain, artiste et conteur, c'est ça aussi? Conteur, oui. Et metteur en scène aussi? Metteur en scène. Metteur en scène. Et nous sommes vraiment très heureux de nous retrouver avec vous ce soir, 18 mars 2017, 40 ans après l'assassinat du président Marien Ngouabi. Alors, d'entrée de jeu, nous allons commencer. Nous allons vous poser la première question, c'est de savoir où étiez-vous en 77? Oula. C'est comme on dit, voyage dans le temps. Ouais, bel exercice de mémoire en tout cas. 18 mars 77, j'étais à Brazzaville et à l'époque, j'avais 10 ans. Donc Brazzaville, Mukondo, où j'ai grandi, où je suis né, j'ai grandi. Et donc, un certain vendredi 18 mars, et la nouvelle est tombée, le président Marien Ngouabi vient d'être assassiné. Je me rappelle encore, je me revois, quand on dit, je revois l'ambiance, le quartier, les coups de feu, les sirènes dans la capitale, les gens qui courent partout, vous voyez. Et il y a quelque chose vient de se passer. Quelque chose vient de se passer, un événement grave. Au-delà des rires, au-delà des cœurs qui battent, en tout cas, on se rend compte que peut-être que plus rien ne sera comme avant. Mais là, on est des gosses. J'ai 10 ans. Mais c'est des choses que l'on sent, en fait. On sent que là, on a pris une direction, peut-être une direction qu'on n'aurait jamais dû prendre. Voilà. 10 ans après, vous avez parlé des sirènes, justement. Et ces sirènes qui retentissaient chaque année, en mémoire du président Marien Ngouabi, mais on a constaté, depuis un certain temps, il n'y a plus de sirènes, ça ne retentit plus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est peut-être que les gens, ils ont eu d'autres... En tout cas, peut-être le Congo a eu d'autres priorités, ou bien a tourné le dos à sa mémoire, simplement. Vous voyez? Bon, je ne vis plus au Congo, donc je ne sais pas exactement comment ça se passe, comment est célébré, comment est-ce que les Congolais aujourd'hui célèbrent cette journée, le 18 mars. Est-ce qu'il y a les coups de feu? Est-ce qu'il y a une cérémonie? Est-ce que, bon, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, pour parler en tout cas de cette journée-là, 40 ans après, il faut vraiment que voilà, c'est un vrai exercice de mémoire. Et autant que je peux me souvenir, le président Marien Ngouabi, parce que j'étais pionnier à l'époque, donc j'étais encore à l'école primaire, et comme tous les autres, en tout cas les autres garçons, en tout cas les autres enfants de ma génération de cette époque-là, on nous abreuvait de poèmes, de poésie, du Mouvement national des pionniers, de l'UGC, l'Union de la jeunesse socialiste congolaise. À l'époque, c'était quoi? C'était l'URFC, l'Union révolutionnaire des femmes du Congo. C'était dans cette ambiance un petit peu, comme on dit aujourd'hui, je l'appellerais ambiance surréaliste. Parce que ce qu'on apprenait ne correspondait même pas à ce qu'on vivait à l'époque au quotidien. Mais il y avait comme quelque chose, il y avait comme... il y avait ce qu'on apprenait à l'école, ce qu'on, en tout cas, on nous mettait dans la tête, c'est-à-dire que les poèmes, les résolutions, les articles du pionnier, tout ça. Et puis, il y avait la vie à la maison, dans le quartier, qui n'avait forcément pas de résonance entre... Voilà. Et ce monsieur-là, que l'on voyait à la radio, que l'on entendait à la radio, qu'on voyait à la télé, avec parfois son foulard rouge, et toujours en tenue militaire, ce monsieur-là, il n'est plus. Et autant que je m'en souvienne, je me rappelle que les parents, en tout cas, étaient très très inquiets, parce que il disait qu'il allait se passer des choses. Il allait se passer des choses qui auguraient... parce qu'il avait été assassiné par l'impérialiste et ses valets locaux.
Vous voyez, l'impérialiste, mais qu'est-ce que c'était l'impérialiste? C'est les valets locaux. On a dit que l'impérialiste, finalement, c'est le grand ennemi, c'est la grande bête, c'est la grosse bête qui vit très loin. Et après, il y avait des valets locaux, mais les valets locaux, c'était des traîtres, c'était des gens qui travaillaient qui avaient double face, car comme on dit, tortue à double carapace, qu'il allait y avoir un procès. Et puis il y a eu ce procès-là. Et justement, il y a eu des procès et beaucoup de gens sont morts. Mais avant de parler de ce procès, revenons un peu à l'époque et parlons un peu des souvenirs, c'est-à-dire l'image de Marien Ngouabi même. Quelle était l'image réellement qui était dans vos têtes comme pionniers, comme citoyens, adolescents? Quelle était l'image que vous aviez de votre président? Parce qu'il paraissait très cool, il paraissait à la limite même trop proche de la population. Bon, il y avait paraître et être. Bon, voilà. Il y avait, en tout cas, nous, comme on dit, autant que je m'en souvienne, voilà, ce monsieur-là, on racontait. Moi, je ne l'ai jamais vu, enfin, je l'avais jamais vu comme ça en vrai. C'est toujours à la télé, ou par histoire interposée, tiens, il a vu Ngouabi, il a fait ça, Ngouabi, il a sauté de l'avion, parachute, et qu'il est tombé debout, et c'était quelque chose qu'on avait... et moi, je me rappelle, moi j'ai fait mon école primaire à l'école de la base. Donc la base, à l'époque, la base aérienne, donc c'était vraiment, c'était entouré de militaires, c'était dans un camp militaire en fait. Donc il y avait les bérets bleus, il y avait les Russes, il y avait, à l'époque c'était des bérets bleus, bérets rouges et tout ça. Et donc on était très au fait, très au courant quand il y avait des opérations militaires et tout ça. En tout cas de Marien Ngouabi, je me souviens, je me rappelle d'un homme, comment on appelle ça, d'un léniniste, d'un marxiste-léniniste, de quelqu'un qui était abreuvé de paroles qui nous revenaient d'ailleurs, de paroles en tout cas de paroles de Lénine, de paroles de Marx, de cette philosophie-là, qu'il fallait que le peuple soit uni, qu'il fallait qu'il y ait du socialisme, que tout était pour tout le monde, comment on appelle ça, que la banque, que l'école, que même la fontaine du quartier, c'était pour tout le monde. Voilà, c'était dans cette ambiance-là que tout allait bien, que tout irait bien. Que finalement, que même l'enfant du quartier, l'enfant dans le quartier, eh bien l'enfant appartenait même à l'État. Que je me rappelle que c'était à cette époque-là où il y avait, le soir, il y avait quelquefois des voitures ou bien des véhicules qui passaient, des véhicules de la mairie, de la voirie qui passaient un petit peu pour pomper, comme on dit, pour pomper les insecticides dans le quartier, vous voyez. C'était plus ou moins quelqu'un qui renvoyait une image d'un grand frère conscient, soucieux de travailler pour le pays. En tout cas, moi, c'est l'image qui me revient. Oui. Bon, mais le temps est passé, bien sûr. Justement. Voilà, et on parle beaucoup de Marien Ngouabi et on parle rarement de Céline Ngouabi qui était l'une de ses épouses, en tout cas de son épouse. Qu'en savez-vous personnellement? Moi, Céline Ngouabi, bien sûr, c'est l'épouse voilà, cette jeune fille-là. Pour l'époque, c'était une maman. Enfin, pour nous, on disait, mais voilà, elle était très jeune fille. Et moi, j'ai eu la chance, en tout cas, j'étais dans un quartier où habitait le grand frère, donc de cette dame-là. Donc, on appelait M. Sita Basile, qui était dans la rue Galiema Mukondo, et c'était le grand frère de Céline Ngouabi. Et donc, de temps en temps, quand elle arrivait dans le quartier, avec les gardes, avec ses voitures et tout ça, donc il y a des gens qui se précipitaient, c'était la curiosité, des gens, il y a Céline Ngouabi qui est arrivée, tout ça, bon. Et donc, jamais on la voyait, parce que c'était toujours, voilà, c'était à des heures où il n'y avait personne, ou forcément. Et donc, après, on voyait M. Sita, quand il était parti, quand sa sœur était partie, qui est un peu dans le quartier pour dire, tiens, voilà, et ma soeur qui est venue et tout ça. Bref, il y avait toujours cette... mais c'était bon enfant, c'est vrai qu'avec le temps, on a tendance à bonifier les choses, à les rendre... Les souvenirs, on a tendance à les rendre beaux. Mais c'est vrai que je préfère, moi, garder ces souvenirs-là en tout cas, qui fait qu'aujourd'hui, quand je parle de Marien Ngouabi, je retiens quelqu'un
en tout cas un jeune homme. Il avait pas 40 ans à l'époque, il avait peut-être une trentaine d'années. Quand il a quitté au Congo, il avait 30 voilà, ans. Oui. 30 ans. Oui. C'est un jeune homme, un lunaire, un rêveur, un exalté, comme un peu, je peux dire, je pourrais peut-être faire une comparaison avec Thomas Sankara. C'était un lunaire, un exalté, un révolutionnaire. Et il faisait partie un petit peu de ces jeunes-là, de cette génération qui avait fait, qui s'était un petit peu abreuvé de la révolution socialiste, communiste, avec les Diawara, avec tout ça, les Nalagra et tout ça, en tout cas, tous ces gens, en tout cas, qui étaient très au fait, très en relation avec tout ce qui se passait en termes de révolution en Afrique, même en Amérique du Sud, à l'époque, avec Che, vous voyez. Donc c'était vraiment je sais pas, mais je rappelle que j'étais un gosse de 10 ans. Donc ce que je dis là, c'est avec le temps que je l'ai appris. Mais à l'époque, on ne pouvait pas savoir qu'il y avait la révolution, il y avait tout ça, sauf à travers des petits bribes de poèmes, en tout cas en tant que pionnier à l'époque. Voilà. Donc en tout cas, de ce monsieur-là, aujourd'hui, il aurait quel âge? Je ne sais peut-être pas. En tout cas, il serait plus vieux que moi. Ouais. De ce monsieur-là, je retiens voilà, un exalté. Peut-être sans peur d'être contredit, je dirais quelqu'un de vrai. Quelqu'un de vrai qui pourrait faire l'objet d'un roman, par exemple, comme écrivain. Oui, certainement. En tout cas, mon prochain roman, pour le moment, je tais le titre, mais en tout cas, je puise un petit peu dans ces péripéties-là. Les péripéties de sa mort, les péripéties qui ont un peu précédé sa mise à mort, parce qu'il a été assassiné, mais les conditions de son assassinat, eh bien, c'est des conditions très difficiles, parce que le peuple congolais, on va dire, même le pays en a souffert, parce que des gens sont morts, des innocents. Ils sont morts, mais beaucoup sont morts. Et aujourd'hui, c'est des gens, on n'a vraiment jamais su s'ils avaient été coupables ou pas vraiment. Parce que bon, le procès s'est passé dans des conditions un petit peu rocambolesques, des trucs comme ça. Bon. Mais c'est vrai que cette histoire-là, moi, elle m'intéresse beaucoup. Enfin, en tout cas, cette période-là, elle m'intéresse beaucoup parce que elle met en exergue un petit peu comme... voilà, il y a d'un côté la politique telle que eux, ils la vivaient, telle que eux, ils la pratiquaient à cette époque-là, et les réalités, et nos réalités. C'est-à-dire qu'il y avait toujours cette... il y avait une chose, d'un côté, il y avait des choses qui voulaient qu'on sache, qu'on retienne, genre la philosophie marxiste-léniniste. Et il y avait la réalité, notre réalité à nous, qu'on vivait, que nos parents qui n'avaient pas forcément beaucoup de moyens, mais qui se battaient pour envoyer leurs enfants à l'école et tout ça. Et il y avait cette forme de communauté, mais qui n'en était pas une, parce que toujours, derrière, il y avait une sorte de comment on appelle ça, la mainmise de l'armée. La mainmise de l'armée, parce que c'est toujours, à l'époque, la figure qui imposait, enfin, que l'on voyait en tout cas dans la vie, dans la société, c'était la figure du militaire, du béret rouge. Parce que Marion Gouabi était béret rouge. Donc, ce qui était plus important, c'était pas le béret noir, mais c'était pas le béret bleu, mais c'était le béret rouge parce que Marion Gouabi, le commandant Marion Gouabi, était en béret rouge. C'était en paracommando, comme on disait. Et donc, il y avait toujours ça. Et la preuve, bien sûr, à l'époque, c'est à l'époque où entre le Congo et Cuba, il y avait une sorte d'accord comme ça, où les jeunes allaient dès l'âge de 12 ans, ils avaient des bourses qui allaient suivre des études à Cuba et tout ça. Donc, en tout cas, cette période-là, c'était une période d'exaltation. En tout cas, il y avait Massamba Deba qui avait été président, mais qu'on avait déposé. Et un petit peu avant lui, il y avait Fulbert Youlou qui avait été aussi déposé. Et puis, il y avait ces coups d'État. Pour nous, c'était normal. Pour nous, c'était assez manichéen à l'époque. Il y a ceux qui font du bien
et ceux qui font du mal. Et ce qui faisait, donc, tous les gens qui, à l'époque, ceux qui osaient, on appelle ça les contre-révolutionnaires, c'était ça, maintenant les mots me reviennent, les contre-révolutionnaires, ceux qui étaient les ennemis de la révolution. On ne sait pas qu'est-ce que c'est que c'était la révolution, c'était quoi, c'est quelle révolution, de quelle révolution parlait-on? Il y avait les ennemis de la révolution, donc tout ce qui contestait, tout ce qui avait une parole plus ou moins différente de la parole, officielle. Et donc, il y avait aussi il y avait des coups d'État, il y avait des gens qu'on gigouillait, qu'on tuait comme ça. Il ne fallait pas dire non, il fallait toujours dire oui. Le pionnier, article, je ne sais pas quel article, je crois qu'un ou deux en tout cas, le pionnier dit toujours la vérité et tout ça, et blabla, et blabla, et blabla. Ouais, c'est qu'on zigouillait les gens. Est-ce que vous ne pensez-vous pas que la génération 80, disons 70, 80, même un peu avant, a trop idéalisé le président Marion Gouabi? Parce que quand on regarde un peu de près son histoire, on se rend compte que s'il avait peut-être vécu un peu plus d'années encore, peut-être qu'il se serait converti en un dictateur parmi tant d'autres, puisqu'il a accédé au pouvoir en 68 et jusqu'en 77, il était toujours président de la République. Autant de, je veux dire, si l'artiste musicien Youssou Band avait vécu à cette époque, il n'aurait pas dit, c'est ça qu'on appelle la dictature. Bah, déjà, aujourd'hui, comme on dit, là, comment reconnaît-on qu'on est en dictature? Quels sont les... Bah, quand la presse est muselée, quand le pouvoir judiciaire n'est pas indépendant, n'est pas autonome, mais il y a beaucoup de choses. Bon, est-ce qu'à l'époque c'était le cas? Je peux dire que oui. Je veux dire que le pouvoir judiciaire était toujours assujetti au pouvoir militaire à l'époque. Et la presse, donc la radio, c'était des médias d'État. Et les médias d'État allaient toujours du même côté que le pouvoir. Donc la critique, ou en tout cas, on va dire que avoir une autre parole, quelque chose, une position qui soit à l'encontre, qui vienne contredire le pouvoir, qui vienne contredire la version officielle des choses, c'était considéré comme être un ennemi, un contre-révolutionnaire. C'est vrai, et je me rappelle, Franklin Bukaka avait été tué en 73. Par Marion Gouabi. En tout cas, sous son régime. Sous son régime. Oui. Et André Diawara avait été exposé. Toujours. Oui. Kolele Kolela, tout ça. Ils étaient arrêtés, les Souba. Les Souba, c'est ce régime-là. Mais à l'époque, on n'avait pas autre chose. À l'époque, en tout cas, moi, je parle en tant que... Je dis que là, je me rappelle du gamin de 10 ans que j'étais. Je ne pense pas que je n'avais pas autre chose, en tout cas. En tout cas, c'était celle-là. Le socialisme scientifique. Pour nous, c'était ça. Lénine, tout ça. Et qui même quand il y avait un président qui mourait, ça c'était quelques années plus tard, quand il y avait un président soviétique qui mourait, et bien chez nous, il y avait toujours le deuil. Journée deuil. 3 jours, les gens, ils vont pas bosser, ils restent là. Et il y avait, je me rappelle, il y avait ces chansons funestes qui passaient à la radio, tout le temps, à la télé, et nous, on était là parce qu'il n'y en avait pas autre chose. En tout cas, pour comparer, même pour faire dire, tiens, déjà, qu'on ne savait pas très bien ce qui se passait en Europe, comme c'est pas comme aujourd'hui, où on sait bien, par exemple, on sait très bien ce qui se passe au bout de la Terre. Mais à l'époque, on pensait que c'était c'était ça, le système politique, le système en tout cas sociopolitique qui nous convenait à l'époque. Parce que quand tu dis non, non, il ne faut pas dire non. Quand papa a dit oui, il faut dire oui. Vous voyez? Donc, je pense que Marion Gouabi aussi était identifié aussi comme un papa, bien qu'il fût jeune, bien qu'il était jeune. Mais c'est le papa, il a dit ça. Voilà, il a dit ça. Bon, donc aujourd'hui, est-ce que c'est... Mais je crois qu'il y avait là les bourgeons. Il y a là les germes de la dictature. Bien sûr. Il y a là les germes de la dictature. Et simplement, on ne savait pas que c'était ça la dictature à l'époque. Vous voyez? Et voilà. Mais est-ce qu'il aurait été aujourd'hui, s'il avait été encore en vie, quel président serait-il? Ou bien... on ne le saura jamais. On ne saura jamais. Parce que c'est bien toujours... Il faut faire dire des choses aux morts, mais moi je préfère en tout cas ne pas me prêter à cet exercice-là. Ouais. Mais je crois que je préfère avoir confiance, en tout cas, en
on se jure qu'il était, comme on dit, je pense qu'il y avait beaucoup de sensibilité chez lui. Et c'est qu'il était quelqu'un de sensible, c'était quelqu'un de pas suffisant. Parce que quand on voit les petites choses qu'il faisait, genre il allait courir le matin, faire le footing, il allait à l'université, ça tout le monde le sait. Il voulait, même en tant que président, il était conscient qu'il fallait qu'il apprenne autre chose. Bon, on dira oui, mais dans quelles conditions il a fait? Est-ce qu'il a voulu acheter un diplôme? Parce qu'il y a des gens qui ont dit oui, mais pas où il voulait acheter, je sais pas. Est-ce qu'il était complexé par les intellectuels, des trucs comme ça? Mais au moins, quand même, quel que soit, en tout cas, moi je préfère dire que vaut mieux peut-être avoir. Voilà, il faut lui reconnaître au moins ce mérite-là qu'il avait, qu'il était conscient qu'il fallait qu'il apprenne autre chose. Voilà. Après, il y a eu les conditions justement de sa présidence. J'ai été entouré de... Parce qu'il ne faut pas oublier, à l'époque, c'est que la guerre de 59 n'est pas très loin. De 1959 et 77, la guerre de... il y a combien? Je crois que... Quoi, c'est... disons 20 ans, mais disons déjà 68, puisque lui, il accède au pouvoir en 68. Voilà. Donc, c'est pas loin, tout ça. C'est frais, tout ça. Les nordistes, les sudistes, et tout ça. La révolution, comment on appelle ça? Les trois glorieuses. Les trois glorieuses. Le président Youlou, qui est déposé, et puis il y a Massamba Débat qui est déposé dans les conditions dans lesquelles, et tout ça, n'oublions. Donc, c'est un pays qui se cherche. C'est un pays qui se cherche, et entre 60 et 77, il y a 17 ans. Et donc, on est même pas adulte. Donc, c'est dans ce contexte-là. Donc, le pays cherche sa voie, et lui, il pensait que, évidemment, que le socialisme scientifique pouvait être un moyen. Sauf que, en tout cas pour ceux à l'époque qui regardaient un petit peu l'actualité, même ceux qui étudiaient un petit peu on va dire, toutes ces résonances-là, il y avait quand même le socialisme bantou que Massamba Débat prenait. Et, un petit peu comme pour dire qu'il n'y a pas besoin on n'a pas besoin que les Russes ou que les Blancs nous enseignent comment vivre entre nous. Nous, on a aussi le socialisme bantou, mais voilà, parce que quand dans nos sociétés traditionnelles, quand il y avait quelqu'un qui avait un morceau de viande, il y avait toujours l'autre en partagé. Donc c'était ça un petit peu les valeurs traditionnelles qui nous étaient innées, qui nous étaient intrinsèques. Voyez. Et donc il y avait comme, disons que qu'on appelle ça, c'est... Voilà, les deux versions du même socialisme, les deux versions du socialisme étaient là. Parce qu'en fait, en gros, qu'est-ce que c'était que le socialisme scientifique à part les intellos, je sais pas, est-ce que nous, on savait ce que c'était? On ne savait pas. Mais pourtant, dans le quartier, dans nos quartiers, on savait bien que quand il y avait une dame qui avait accouché, il y avait une femme qui avait accouché, et bien vous savez ce que faisaient les autres femmes? Eh bien, les autres femmes, elles venaient tous les jours jusqu'à ce que l'enfant atteigne plutôt un mois. Ils venaient pour remplir les tonneaux d'eau, ils apportaient des trucs à manger. Les femmes du quartier. Parce que la femme qui vient d'accoucher, elle ne sort plus. Donc jusqu'à la prochaine cérémonie, comme on dit, il faut sortir l'enfant, comme on le dit vulgairement en congolais, il faut sortir l'enfant, eh bien la femme, elle était dans la maison. Donc c'était les autres femmes du quartier qui venaient pour prêter main, laver un petit peu les habits de l'enfant et tout ça. Mais c'était ça déjà l'entraide à l'époque. Et donc il y avait toujours, tu vois, enfin, il me semble que ça cohabitait entre le socialisme scientifique prôné par l'État, prôné par le parti, parce que c'était le PCT à l'époque, et quand même la façon de vivre des gens, de nos parents, qui se partageaient toujours les choses. Bref, en gros, c'est pour dire que qu'est-ce qu'il serait devenu aujourd'hui? Forcément, peut-être qu'il serait devenu un dictateur, ou peut-être pas. Parce que, on va l'évoquer plus tard, on l'évoquera en tout cas, parce qu'on dit que pendant, en tout cas, parmi les raisons ou les facteurs qui ont fait qu'il soit
qu'on l'ait tué, bien il y avait que, on raconte qu'il a voulu céder le pouvoir à Massamba Déba et que ses frères d'armes, ses collaborateurs les plus proches n'ont pas voulu. Justement, c'est que quelques jours avant son assassinat, quelques jours avant son assassinat, déjà Massamba Déba lui avait écrit une lettre et après il avait reçu en audience officiellement Massamba Déba et sa femme. Et quelques heures seulement avant son assassinat, il avait aussi reçu en audience le cardinal Émile Bayenda. Oui. Et curieusement, quand il est assassiné, les deux autres se sont assassinés. Alors, ça, on ne saura jamais la vérité. Il ne fallait pas s'approcher de lui. Hein? Mais qu'est-ce qui s'était passé exactement? Il y a des choses qui se sont dites, enfin qu'on a dit, il y a des versions sur cette... il y a la version officielle, on la connaît. Oui. Que là, il a été tué par... D'abord, ça a commencé par... Il a été tué par l'impérialisme et ses valets locaux. Il a été tué par les Kikadidi et consorts. C'est la version officielle. Mais après, l'eau a coulé. Le temps est passé. Il y a eu des investigations qui ont été faites. Les langues se sont déliées. Mais tout ça, c'est pas de façon officielle. C'est pourquoi je ne me prononcerai pas là, parce que je ne peux pas dire des choses que je ne maîtrise pas. Et je ne peux pas non plus faire mien les faits qui ont été racontés par d'autres. Mais ce que je peux dire, de façon, en tant qu'artiste, ou aujourd'hui, en tant qu'écrivain, c'est quand même... ça fait partie des deuils ou des événements qui nous... On va dire que c'est un événement parmi tant d'autres que le Congo a connu, qu'on n'a jamais réussi à élucider, et qui, au lieu de nous aider à aller de l'avant, mais plutôt à fortifier nos différences, à fortifier des haines, à fortifier des aversions entre tribus, parce qu'on a fait croire que Marien Ngouabi avait été assassiné par les gens du Sud, donc Kikadidi, Massamba Déba et consorts, d'où l'assassinat après du cardinal, de l'ancien président Massamba Déba et tous les Kikadidi, tout ça. Bon, puisque après il y a eu un procès. Il y a eu un procès, et beaucoup. Samba Nkoumbi, beaucoup d'autres, des gens, et qui sont morts. Mais après, peut-être, je dis bien peut-être, et je reste conditionnel, en tout cas. Ces gens-là seraient innocents. Bon. Ces gens-là n'auraient rien à voir, en tout cas, avec la mort du président. Que tout ça serait juste un coup monté pour culpabiliser des gens qui peut-être est en train de construire quelque chose d'autre. Parce qu'on dit, mais vous savez, avec les on dit que Marien Ngouabi était prêt, avait reçu Kikadidi et Massamba Déba dans son palais pour revoir un petit peu en quelle mesure est-ce qu'ils pouvaient travailler ensemble, à la limite même peut-être céder le pouvoir ou des trucs comme ça, parce que c'était compliqué et que bon, parce qu'il sentait très bien en tout cas dans son giron, comme on dit, il y avait beaucoup de concussions, il y avait beaucoup de mensonges, en tout cas beaucoup de corruption, et que de plus en plus ne supportait pas ça, et qu'il voulait en quelque sorte un petit peu comme changer les choses, et que autour de lui, les autres n'ont pas supporté la voie qu'il prenait. Vous savez, moi je me rappelle encore que cette fameuse phrase, tu continues, on continue avec toi, tu t'arrêtes, on t'abat. Voilà, ça c'était un peu comme... ça je me rappelle, ça fait 40 ans, ça. Donc, et lui, il ne voulait plus continuer dans cette direction. Il s'est arrêté pour voir un petit peu ce que nous sommes, et puis on l'a battu. Mais ça,
je le mets au conditionnel. Justement, mais c'est ce que lui-même en fait affirme, hein, le 3 mars 1977, Oui. au cours d'un congrès avec les femmes du URFC, il déclare: lorsque ton pays est sale et manque de paix durable, tu ne peux lui rendre sa propriété et son unité qu'en le lavant avec ton sang. Donc c'est comme s'il savait lui-même que quelque chose allait lui arriver. Donc c'est comme si par son sang, il avait lavé. Bon, est-ce qu'on va dire que c'était prémonitoire? Bon, vous savez, hein, même... ouais, il y a des choses qu'il sentait, c'est sûr. Il y a des choses qu'il sentait, lui, mais qui n'étaient pas très perceptibles, qu'on ne pouvait pas sentir quand on était très loin, quand on ne fréquentait pas ce milieu-là. Mais c'est vrai que la situation, donc au niveau de la gestion économique, entre la différence qu'il y a eu entre, en tout cas, quand il a pris le pouvoir, Massamba Deba, quand il a arraché le pouvoir, enfin, quand il a pris le pouvoir, on sentait bien que ça basculait de plus en plus dans la violence, carrément. Parce que, vous voyez, les petits matins, ça c'était dans ce temps-là, petits matins, les gens qu'on allait zigouiller le matin, parce que c'était toujours... Mais après, peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il était peut-être qu'il prenait un chemin qui n'était pas le chemin juste, mais qui sentait les tensions qu'il y avait autour de lui. Quand je dis les frères d'armes, c'est aussi pour dire des gens qui l'ont soutenu, qui étaient avec lui, ces gens, ou que ce soit les gens de sa région, que ce soit les gens de sa promotion, tu sais, à l'époque, c'était c'était, quand je dis les frères d'armes, c'est surtout les frères, c'était pas les frères, surtout, pas forcément les frères de la même région. Voilà, vraiment, ça n'avait rien de tribalique, enfin de tribaliste, ce genre de choses. Mais c'était plutôt, c'est des gens qui avaient ce conglomérat-là, et il y avait la pression, quoi. Et puis c'était des jeunes à l'époque, c'était des jeunes. Et à cet âge-là, ben, on a plus, je pense qu'il y a plus ils voulaient tous s'affirmer, ils voulaient tous devenir quelqu'un, ils voulaient plus. Et donc, eh bien, on ne se rend pas toujours compte, mais ils étaient très précoces à l'époque. Parce qu'à 30 ans, être président, c'est pas évident. Vous voyez, c'est pas évident. Prenez un jeune homme de 30 ans aujourd'hui, président, comment il va être? Mais eux, ils étaient jeunes, tous étaient des jeunes. Les vieux d'aujourd'hui, comme dit même l'actuel président de Denis Nixon, à l'époque, quel âge il avait? C'était des jeunes. Et ils ont des responsabilités de ce niveau-là, vous voyez. Et donc, ben, chacun voulait aussi avoir une place. Et donc, peut-être, est-ce que c'est des choses, lui, qu'il avait senti? Est-ce qu'il voulait peut-être se dire, mais tiens, on va peut-être associer des gens qui connaissent ce que c'est vraiment l'économie? Parce que c'est pas parce qu'on est président, qu'on est commandant, ou bien qu'on est capitaine, qu'on sait ce que c'est que l'économie, ou bien qu'est-ce que c'est. Peut-être qu'il faut changer autre chose. Et peut-être que c'est pour ça que les autres n'ont pas voulu. Peut-être que les autres, enfin, en tout cas ses copains, ou en tout cas ses frères d'armes, ont mal interprété ça. Ah, tiens, parce que le pouvoir, tout ça, c'est la gestion du pouvoir. Il ne faut pas que le pouvoir change de main. Alors, si toi, tu veux changer la donne, de remettre le pouvoir à quelqu'un d'autre, ah non, c'est que t'es fou. Nous, on s'est battu pour ça. Et donc, si tu avances, on avance. Si tu t'arrêtes, on t'arrête. Je mets ça toujours conditionnel. Parce que jusqu'aujourd'hui, le Congo n'a jamais eu le courage, quand je dis le Congo de façon officielle, ni d'enseigner cette histoire, d'éclaircir tous les zones d'ombre, en tout cas, qui ont émaillé un peu notre pays. Que ce soit les assassinats, que ce soit les révolutions, que ce soit vraiment que les enfants d'aujourd'hui, ou même que les adultes que nous sommes, mais que les enfants que nous étions hier, qu'on s'accorde un petit peu sur la même version. Vous voyez, pour permettre à quelqu'un, aussi aux uns aux autres, un peu d'être libéré, de faire le deuil, vous voyez. On n'a jamais fait ça. Donc on ne sait pas si... parce qu'on moi je peux vous raconter beaucoup de choses qu'on a dit, hein, qu'il y avait Sassou Nguesso qui a manigancé, qui a tué, qui a fait tout ça, et puis il y avait d'autres, les Kunzu, il y a tout ça. Enfin, on peut
raconté beaucoup de choses. Mais la vraie version, qu'est-ce qu'il la connaît? Ils sont encore là, ces gens-là. Vous voyez? Mais ces gens-là, ils ne parleront pas. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, on ne sait même pas pourquoi. On peut toujours supputer, hein, mais la vraie version, même comment il est mort. Ouais, il y a eu la conférence nationale, il y a eu des gens qui ont parlé, il y a eu des bribes de vérité, des débits, de tout ça. Mais les conditions, on a dit qu'il est mort au palais. Mais d'autres ont dit que, en fait, il avait été tué en dehors de sa maison, de son palais, au champ de tir. Qu'on avait ramené son cadavre, donc son cadavre au palais, juste pour faire diversion. Voilà ce qu'on raconte. Parce qu'à la conférence nationale, il y avait ce monsieur-là qui a vu, comment il s'appelait, enfin, en tout cas, ces gardes qui étaient devant la guérite, en fait, qui gardaient, qui ont vu passer le 504, hein, je crois, où il y avait le président qui était au milieu entre deux officiers. Alors que normalement, le président, il était... Et donc, il avait changé de costume. Alors que quand il était parti, il avait d'autres habits. Vous voyez ce qu'on raconte. Mais en fait, la vraie version, c'est quoi? Aujourd'hui, le Congo a pris une version telle que il n'est pas capable de regarder ça, de se sentir à l'aise avec sa propre histoire. Donc je pense que le procès, plutôt l'assassinat de Marien Ngouabi, est un événement qui nous a fait plus, qui nous a non seulement traumatisé, mais je pense qu'il a mis le Congo sur un mauvais chemin. Voilà. Donc, à partir de là, on peut parler de l'héritage. Que reste-t-il de l'héritage du président Marien Ngouabi? L'héritage de nos jours, 40 ans après. J'aimerais bien le savoir. J'aimerais bien le savoir, moi. Qu'est-ce qui reste? Quand on regarde la société congolaise aujourd'hui, actuellement, est-ce qu'on voit l'héritage de Marien Ngouabi là-dedans? Non. Ce qui reste à faire, et ce qui reste, c'est peut-être le mausolée. Ce qui reste, c'est peut-être... qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas qu'est-ce qui reste. Oh, peut-être les souvenirs, pour des gens de mon âge. Mais est-ce que les jeunes d'aujourd'hui savent ce que c'était? Comment ça s'était passé? Parce que les jeunes de mon âge, aujourd'hui, qui vivent encore au Congo, sont devenus des responsables politiques, certainement, qui connaissent un peu, mais qui ne prennent pas le courage aussi de dire, mais tiens, quand même, cette histoire-là, vous voyez? C'est qu'aujourd'hui, moi, voilà, avec l'âge que j'ai, je peux dire que, bon, la moitié de ma vie, je l'ai passée à l'extérieur, mais d'autres qui sont encore là-bas. Donc, qu'est-ce qui reste aujourd'hui, l'héritage du Marien Ngouabi? Il reste, en tout cas pour moi, le souvenir d'un mec, peut-être qui était trop naïf. Qui pensait qu'on pouvait être à la fois président, allant faire des cours, allant prendre des cours à l'université, et puis être un commandant de l'armée. Peut-être que, et puis qui pensait que c'était qu'on pouvait faire des exercices, je sais pas moi, aller au champ de tir avec des caporaux et faire comme si, voilà, c'est peut-être il a eu tort de croire ça. C'est peut-être pour ça qu'il est mort, parce que peut-être l'immaturité. Voilà. 40 ans après, peut-on dire que les crises actuelles, les crises sociopolitiques que nous vivons actuellement au Congo, sont des crises qu'on peut attribuer à la situation de mars 77, à ce qui s'est passé en mars 77? On peut faire un lien possible? Oh, mais en tout cas, très honnêtement, je ne ferai pas un lien. Mais je dirais que il y a eu un avant Marien Ngouabi. Il y a eu avant Marien Ngouabi. En tout cas, j'ai pas envie d'aborder ce problème sur le plan, en tout cas, sur le plan de l'histoire. C'est-à-dire qu'au niveau des enchaînements de l'histoire, parce qu'il y a bien des gens qui sont plus doués que moi, en tout cas plus aguerris que moi pour lire l'histoire. Moi, je voudrais peut-être aborder cette question sur le plan purement personnel par rapport à l'ado, enfin à l'enfant que j'étais à l'époque. Mais il y avait avant Marien Ngouabi, il y avait eu cette histoire, c'est ce que je dis, l'accession à l'indépendance, les 3 journées glorieuses. Il y a eu Massamba Déba,
il y a eu, mais avant l'indépendance, il y a eu cette guerre, les nordistes et les sudistes. Et puis il y a eu ces intellectuels qui sont venus de France, qui ont vécu, qui ont étudié dans les pays de l'Est, l'Union soviétique, qui sont revenus, qui sont venus bien sûr avec des, on va dire, très bonnes résolutions, et qui ont voulu mettre chez eux, appliquer chez eux des préceptes, des concepts qu'ils avaient appris ailleurs. Et il y avait aussi ceux-là qui étaient toujours là, qui n'étaient jamais sortis. J'ai parlé tout à l'heure du socialisme scientifique et du socialisme bantou. Vous voyez, ces gens-là, c'est traditionnaliste. On va dire aujourd'hui, on le dirait, c'est conservateur. Voilà, conservateur. Je pense que c'est des choses, c'était déjà là. Enfin, je veux dire qu'il y avait déjà cette ambiance-là. Vous voyez, on semble un jeune État. 1960. Donc tout le monde veut avoir à jouer, voudrait jouer un rôle. Surtout, en tout cas, en component intellectuel. Donc je pense que Marien Ngouabi a pris le pouvoir. Pour ceux qui connaissent l'histoire, ils vont relire l'histoire. Je n'ai pas envie d'aborder, comme on dit, de lire, parce que bon, c'est pas... Mais alors, il prend le pouvoir, mais pour lui, il a un rêve. C'est un jeune État. Et c'est toujours, on n'est plus dans on est indépendant, on a eu l'indépendance. Alors le colon, il est parti. Et voilà, nous, on a un boulevard. Et on est riche. Et voilà. On va aborder, ce que moi j'appelais tout à l'heure, voilà. Et on va voir le socialisme scientifique. Les Russes, l'Union soviétique. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi les Français. Donc le colon est parti, mais le colon n'est jamais parti en fait. Il est allé, mais il vous regarde. Et on a une histoire de richesse, de ressources. Donc il y a tous ces aspects-là. Peut-être, c'est pourquoi je dis, le colon il est parti, mais il n'est jamais parti vraiment. Donc il y avait des accords, il y avait tout ça. Il y avait, comme on dit, il y avait le panafricanisme. Il y avait Kwame Nkrumah. Il ne faut pas oublier tout ça. Il y avait Amadou Ahidjo. Mais tout ce discours sur le pré... Il y avait aussi, donc ça sur le plan intellectuel, il y a comment on appelle, il y a la négritude. Donc il y a tous ces aspects-là, et c'est une Afrique qui bouge, et qui va un peu dans tous les sens, mais qui cherche sa voie. Et parmi tous ces pays-là, ces pays qui, en tout cas, qui voulaient s'inscrire sur la ligne rouge de l'Union soviétique, bien, il y avait le Congo. Mais à côté, il y avait qui? Il y avait aussi la France. Vous voyez? Donc je pense que on ne peut pas le lui refuser, mais il avait le droit de faire muter, ou de faire muer son pays. C'est normal. Et puis, c'était tous des novices, des néophytes, c'était des soldats, voilà, ils n'avaient aucune expérience de ça. Donc, ils sont arrivés, bon, ben, on prend le pouvoir, voilà. C'était peut-être le plus courageux, voilà. Ou bien ceux qui voulaient, bon, ils ne voulaient pas tellement trop, bah, écoute, bah, là, on l'a mis là. Quitte à nous de voir un peu comment ça va faire. Donc, il y avait déjà cette tension-là. Je pense que ce qui a beaucoup manqué, c'est peut-être aussi allons d'abord. Voyons voir qu'est-ce que ça va donner au bout de 10-20 ans, et puis on verra. Quoi. Tout de suite, il y a eu... Et peut-être aussi que lui, il a peut-être voulu trop changer les choses. Parce qu'on parle aussi de ce fameux... de son discours, surtout. Il était de plus en plus virulent vis-à-vis de la France. Ça aussi, il faut pas... Pour ceux qui se rappellent, moi je me rappelle, voilà, il devenait de plus en plus virulent envers la France, critiquait de plus en plus la France. Je pense que ce n'était pas le moment, peut-être, de le faire, parce que, bon, il y avait des intérêts. C'est maintenant qu'on se rend compte que faire de la politique, c'est pas évident. C'est pas comme quand on dirige une famille. Même quand on dirige une famille, il y a des choses qu'on dit qu'on ne peut pas dire, qu'on fait,
qu'on fait au grand jour, mais qu'on ne ferait pas. Vous voyez, et c'est compliqué la politique. Donc peut-être ce qui lui a manqué, évidemment, c'est cette. Mais c'est comme pour tous les illuminés, c'est comme tous les exaltés, ils n'ont pas les pieds sur terre. C'est comme un peu ce qui s'est passé au Burkina. Je ne dis pas que c'est bien qu'on tue les gens qui sont complètement... Non, je ne dis pas ça. Mais je veux dire que peut-être, ce qui nous a manqué, nous, ce qui a manqué en tout cas aux gens de cette période-là, c'est peut-être aussi le fait qu'ils étaient déjà divisés. Il y en avait d'autres Enfin, il y en avait d'un côté ceux qui étaient vraiment convaincus, comme les Diawara, les Ikoko, qui étaient vraiment des vrais marxistes, mais convaincus, et qui pensaient que Ngouabi ne faisait pas, qu'il n'était pas sur le bon chemin, qu'il fallait qu'il fasse ça, parce que on lui reprochait de quoi? Tribalisme, corruption, tout ça, alors que lui, et des fois, est-ce qu'il ne savait pas? Mais il savait très, il était conscient de ça, que les gens ne seraient... comme si ses frères d'armes en profitaient un peu, quoi. Et donc il y a eu des... Mais c'est à la fin qu'il s'est rendu compte que il faut pas continuer comme ça. Mais c'était très difficile parce que d'un côté il y avait la France et il y avait Moscou. Mais vous savez, les choses n'ont pas changé aujourd'hui. C'est toujours les forces. On ne commande jamais, on ne dirige jamais. En tout cas, pour ce qui concerne l'Afrique, on ne dirige jamais pour soi. C'était pas pour le bien de son pays. C'est toujours en fonction de ceci. Ce que veulent telle puissance, veut telle puissance, que veut telle puissance. C'est un petit peu ça. Bon, voilà. Donc, je ne crois pas que le Congo, ce que le Congo vit aujourd'hui, vient simplement de l'assassinat de Marien Ngouabi. Je ne crois pas ça. Ça remonte un peu plus loin, je crois. Même les conditions d'accession au pouvoir, plutôt à l'indépendance. Comment nous avons réussi comment nous avons... sur quel pied, en tout cas, nous avons... non, je dirais plutôt comment on a réussi à se faire notre place dans cette Afrique centrale. Parce que, vous voyez, d'un côté, même, je dirais qu'on est très bien doté. Ouvert sur la mer, parce que le Tchad à l'époque faisait partie, il était obligé de passer par chez nous. En tout cas, on était, comme on dit, la porte ouverte de l'Afrique centrale. Et donc je pense que toutes ces choses-là, on n'a pas su très bien les gérer. Donc il fallait... est-ce qu'il y a eu d'autres qui sont trop gourmands, comme dans toutes les sociétés, comme dans toutes les familles, il y a toujours des gens qui veulent manger plus que les autres, vous voyez. Mais je crois que, sans langue de bois, le Congo, on n'avait pas besoin de passer par l'assassinat de Marien Ngouabi. Voilà. Je le regrette. Je pense que c'était une mort inutile, comme toutes les autres morts. Et tous les gens qu'on a zigouillés, tous les gens qu'on a menés au petit matin, sur Marien Ngouabi, je parle sur Marien Ngouabi, même sous Massamba Deba, vous voyez, cette fameuse milice dont on parle, les gens qui ont enlevé les gens. Mais ça, en même temps, c'est pas vrai que la politique, c'est assez compliqué. Parce que aujourd'hui, on n'en est pas sorti, on est toujours là. La seule chose que je regrette, c'est qu'on n'enseigne pas ces choses-là. C'est-à-dire que ces pans de notre histoire, ces aspects de notre histoire, qu'on ne les enseigne pas ou qu'on n'en parle pas, au fur et à mesure que l'on avance, que les années passent, eh bien, c'est comme s'il y avait une fumée qui noircissait tout ce que nous avons vécu. Le Congo ne commence pas avec Sassou Nguesso. Avant Sassou Nguesso, il y avait des gens. Mais avant Marien Ngouabi, il y avait aussi des gens. Avant Massamba Deba, il y avait quelqu'un. Et voilà, c'est ça que je trouve dommage pour les jeunes d'aujourd'hui. Le jeune aujourd'hui qui a 20 ans ou qui est né après la guerre de 97, qu'est-ce qu'il connaît de Marien Ngouabi? Presque rien. Est-ce qu'on lui dit quels sont... Est-ce qu'il peut... Ça s'apprend à l'école où est-ce qu'il apprend tout ça? C'est ça que moi, simplement, je regrette qu'il n'y ait pas
D'où l'obligation disons, de lutter contre l'oubli, de rendre hommage. Donc l'association Se Parle est en train de rendre hommage au président Marien Ngouabi, au président Massamba Deva, au cardinal Emile Beyenda, 40 ans après. Alors, disons pour terminer, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de l'expérience de Marien Ngouabi, à votre avis? Une leçon ou des leçons qui peuvent servir aussi bien aux citoyens, aux citoyennes du Congo, ou peut-être d'Afrique, mais aussi peut-être aux artistes, aux hommes politiques actuels. Quelques leçons de sa personne, sa politique ou de sa... Je parlerai plutôt peut-être de sa personne, plus la politique, je connais. Je parlerai plutôt de sa personne. C'est-à-dire que je pense qu'il a donné l'image de quelqu'un d'une extrême humilité. Il a laissé l'image de quelqu'un d'une extrême... quelqu'un qui était à l'écoute. Voilà. Qui était à l'écoute, d'assez disponible. Et je pense que c'est de ça... Ce sont des qualités que l'on souhaiterait qu'un chef de famille, qu'un président possède, on va dire ça comme ça. Et moi, quand l'image en tout cas du président Marien Ngouabi qui me reste aujourd'hui, c'est quelqu'un qui était conscient qu'il ne connaissait pas tout, qu'il fallait se tourner, qu'il fallait... Voilà. Mais peut-être que le moment n'était pas venu de le faire, en tout cas. Voilà. Et qu'il a été trahi par les siens, en tout cas par ses frères. Donc l'image aujourd'hui, plutôt les souvenirs, les bons souvenirs, c'est aussi la combativité. Voilà. L'autocritique. Je crois qu'on peut lui reconnaître ça. Qu'il a, à un moment donné, en tout cas pour ceux qui connaissent très bien ce discours, moi je m'en rappelle, je pense qu'il parlait beaucoup du tribalisme, mais qu'il ne supportait pas. De moins en moins, quoi. Voilà. Donc, cette force-là, cette capacité, en tout cas, qu'il avait de se remettre en cause. Voilà. Je pense que ça, c'est des qualités que l'on peut lui reconnaître, en tout cas, et qui peuvent servir aussi aux autres responsables politiques aujourd'hui. Donc, le titre de Marien Ngouabi, héros national, il le méritait bien. Mais bien sûr, mais sauf qu'on lui a donné ça pour des mauvaises raisons. Voilà. Pour des mauvaises raisons, ça, on le sait. De héros, peut-être pas héros, mais je veux dire que quand même, c'était quand même une figure emblématique. C'était un garçon, je dirais pas, comme on dit chez nous, le mort devient... On donne toujours au mort toutes les qualités. Je dirais pas ça, mais quand même, quand on voit... J'aime bien ce côté-là. Il était lunaire. Quand on est lunaire, c'est vrai qu'on n'a pas les pieds sur terre. En fait, c'est pour ça qu'on n'a pas les pieds sur terre. Mais c'est une belle qualité parce que ça permet vraiment de penser au-delà de son nombril. Et je pense que on peut lui reprocher beaucoup de choses. Peut-être d'avoir peut-être un petit peu indirectement favorisé le tribalisme, la corruption à cette époque-là, parce que, vous voyez, mais on peut lui reconnaître aussi d'avoir toujours peut-être espéré, voulu, souhaiter le meilleur pour le Congo. Voilà. Et ce qui est très différent aujourd'hui, au-delà des discours, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de discours. Mais à l'époque, ils n'avaient pas grand-chose, c'est vrai, parce qu'il y a qu'à voir comment son bureau et tout ça, tout ce comment il utilisait les choses. Et donc c'était quand même quelqu'un qui vivait sobrement. Donc je pense que, oui, il aurait pu être un bon président, je crois. Marien Ngouabi aurait pu être un bon président. Ouais. Sur ces paroles, nous allons terminer notre entretien. Nous attendons le roman... Et peut-être un roman la saison prochaine, ouais. Alors, comme on dit, on croise les doigts. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Alexandre Sounda, et merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.